Lors d'une fête de famille, mon fils a tenté de m'empêcher d'entrer dans le salon. Quand j'y suis finalement entré, j'ai été choqué. J'ai vu une jeune femme serrant fort mon mari dans ses bras, sa main se glissant dans sa poche. Il a dit « Oh, allons. Ça fait des années que je fais ça, juste sous ton nez. Tu n'as même pas remarqué. » Mon fils a ajouté « Oui, maman. Tout le monde est au courant. Elle est comme notre seconde mère. » J'ai quitté la pièce en silence pour aller chercher une chose. Quand je suis revenu, j'ai déchaîné la vengeance la plus brutale qu'il n'ait jamais vue venir. Je m'appelle Hélène, et je veux vous raconter une histoire. C'est mon histoire. Pendant très longtemps, je ne pouvais même pas prononcer ces mots à voix haute, mais je pense qu'il est temps. C'est l'histoire d'un mariage de 40 ans, d'une famille que j'ai bâtie de A à Z, et de la façon dont tout s'est effondré de la manière la plus incroyable qui soit. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Georges et moi étions mariés depuis 40 ans. 40 ans. C'est toute une vie, n'est-ce pas? Nous avons élevé 2 merveilleux enfants, Brenda et Carl, et nous avons eu la chance d'avoir 2 petites filles, Joyce et Carol. Nous avions la maison, la clôture blanche, tout le rêve américain. Du moins, c'est ce que je pensais. Après que Georges a pris sa retraite de son poste de direction et que j'ai quitté mon emploi à temps partiel à la bibliothèque, nos vies étaient censées ralentir, s'installer dans ce rythme confortable des années dorées que l'on voit dans les magazines. Mais la vie, ce n'est pas un magazine. Depuis une dizaine d'années, je luttais contre une polyarthrite rhumatoïde sévère. Certains jours étaient meilleurs que d'autres. Les bons jours, je pouvais m'occuper de mon jardin, assister à mon club de lecture et préparer le rôti préféré de Georges. Les mauvais jours, eh bien, les mauvais jours, le simple fait de tenir une tasse de café me donnait l'impression de serrer une poignée de verre brisée. La douleur était une invitée constante et indésirable dans notre maison, et avec le temps, elle avait changé le paysage de notre mariage. L'intimité physique que nous partagions autrefois était devenue une victime de la maladie. C'était une tristesse silencieuse entre nous, quelque chose que nous reconnaissions mais dont nous parlions rarement. Je pensais que nous avions un accord, un partenariat qui allait au-delà de ça. Je pensais que lui, plus que quiconque, comprenait ma lutte. Georges était toujours en bonne santé. Dieu merci. C'était un homme dynamique, plein d'énergie. Il jouait au tennis 2 fois par semaine, avait sa partie de poker rituelle le vendredi soir avec ses copains, et était toujours occupé par un projet dans le garage. J'étais heureuse pour lui. Vraiment, je n'ai jamais voulu que mon état le freine. Mais dernièrement, une nouvelle sorte de distance s'était installée. Ce n'était pas seulement les passe-temps séparés. C'était quelque chose dans ses yeux. Il semblait agité, impatient. Les signes étaient subtils au début, faciles à ignorer. Il a commencé à passer plus de temps sur son téléphone, inclinant l'écran chaque fois que j'entrais dans la pièce. Ses soirées poker se terminaient de plus en plus tard. Parfois, il rentrait avec une légère odeur de parfum qui n'était pas le mien. Quand je lui demandais, il balayait la question d'un geste de la main. « Oh, c'est juste Sharon. Tu sais comment elle prend tout le monde dans ses bras. » Et je laissais tomber. Que pouvais-je faire d'autre? Le questionner, c'était comme admettre que les fondations de notre mariage de 40 ans se fissuraient. Il était plus facile de faire comme si je ne remarquais rien. Un mardi après-midi, je me préparais pour ma réunion hebdomadaire du club de lecture. C'était ma seule véritable sortie sociale, une petite île de normalité dans mon océan de douleurs chroniques. J'avais hâte de discuter du dernier roman avec mes amis. Au moment où je prenais mes clés, mon téléphone a vibré. C'était Margaret, l'hôtesse. « Hélène, je suis tellement désolée, dit-elle d'une voix rauque. Mon petit-fils a attrapé une terrible grippe. Nous allons devoir annuler aujourd'hui. » J'ai ressenti une pointe de déception. « Oh, bien sûr. Ne t'inquiète pas pour ça. J'espère qu'il se sentira mieux bientôt. » Nous avons raccroché et je suis resté dans le couloir silencieux, le silence de la maison vide m'oppressant. Georges pensait que je serais parti pour au moins 3 heures. Une petite idée m'est venue. Un bel après-midi tranquille. Peut-être que je pourrais le surprendre. Je pourrais passer chez le boucher prendre des steaks, les bons faux filets qu'il adorait, et nous pourrions avoir un bon dîner, juste tous les deux. Cela semblait être un bon plan, une façon de combler cette distance grandissante. J'ai senti une petite lueur d'espoir en remontant dans ma voiture et en rentrant à la maison,
complètement inconsciente que je fonçais droit vers les décombres de ma vie. Le trajet du retour fut court, seulement une dizaine de minutes. Je me souviens qu'il faisait un temps magnifique ce jour-là. Un de ces après-midi d'automne parfait où l'air est vif et les feuilles prennent de brillantes teintes d'orange et d'or. Je me suis garé dans notre allée et j'ai remarqué une voiture inconnue garée plus bas dans la rue. C'était un petit cabriolet rouge sport, le genre de voiture qu'un jeune conduirait. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. De nouveaux voisins avaient emménagé quelques maisons plus loin. Je suis entré par la porte d'entrée en criant « Georges, chéri, je suis rentré plus tôt. » Silence. C'était la première chose qui clochait. D'habitude, la télévision était allumée dans le salon, sur une chaîne de sport. Mais la maison était calme. Le seul son était le faible bourdonnement du réfrigérateur. « Georges » ai-je appelé à nouveau, un peu plus fort cette fois. J'ai traversé l'entrée pour arriver dans le salon, et c'est là que je l'ai vu. La scène est gravée dans ma mémoire comme une photographie. Georges se tenait près de la cheminée. Il n'était pas seul. Une jeune femme était avec lui. Elle ne pouvait pas avoir plus de 30 ans, avec de longs cheveux blonds et une robe moulante. Elle me tournait le dos, mais son visage à lui était clair. Il avait les mains sur sa taille et se penchait pour l'embrasser. Ils se sont figés quand ils m'ont entendu. La femme s'est retournée brusquement, les yeux écarquillés avec une lueur de panique. Georges m'a simplement regardé. Il n'y avait aucune surprise sur son visage. Aucune culpabilité, juste de l'agacement, un agacement pur et simple, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal en existant simplement dans ma propre maison. Mon sac à main m'a glissé des doigts et a heurté le sol avec un bruit sourd. Pendant un instant, personne n'a parlé. Le silence était assourdissant. J'ai regardé Georges, puis cette femme, cet inconnu dans mon salon, et de nouveau Georges. Mon esprit s'emballait, essayant de donner un sens à ce que je voyais. La femme a retrouvé sa voix la première. Je devrais y aller, balbutia-t-elle en attrapant un petit sac à main sur le fauteuil. Oui, ai-je dit, ma propre voix un murmure rauque que je ne reconnaissais pas, vous devriez. Elle est passée en coup de vent devant moi, sans me regarder, et a tâtonné avec la porte d'entrée avant de se précipiter dehors. J'ai entendu le moteur de ce petit cabriolet rouge vrombir puis s'éloigner dans la rue. Et puis, nous n'étions plus que tous les deux. Je me suis retourné pour faire face à mon mari de 40 ans. Mon cœur battait contre mes côtes si fort que je pensais qu'il pourrait les briser. « Georges » commençai-je, la voix tremblante. « Qui était-ce » Il soupira, un son lourd et las, et passa une main dans ses cheveux. Il ne voulait même pas me regarder. Il se dirigea vers le bar et se versa un verre de whisky. « Elle s'appelle Sandra » dit-il, le dos toujours tourné. « Sandra » répétai-je le nom. Il semblait étranger et laid dans ma bouche. Et que faisait Sandra ici, Georges ? Dans notre maison. Il se retourna enfin, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. L'expression sur son visage était une que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était froide, pleine de défis. « Allons, Hélène. Ne fais pas l'idiote. Tu sais ce qu'elle faisait ici. » L'audace pure et simple de ses propos m'a coupé le souffle. « Je sais. » Ai-je étouffé. « Je ne sais rien. Je rentre à la maison pour te trouver avec une autre femme et tu t'attends à ce que je... Quoi ? Que je comprenne ? Peut-être que tu devrais, lança-t-il, la voix montant. Peut-être que tu devrais essayer de comprendre ce que c'est pour moi. Tu crois que c'est facile de vivre comme ça ? Nous sommes des colocataires, Hélène. Nous n'avons pas été mari et femme depuis des années. Chaque mot était un coup physique. Il utilisait ma maladie, la douleur que j'endurais chaque jour comme une excuse, comme une justification pour me trahir, pour amener une autre femme dans le sanctuaire de notre maison, la maison dans laquelle j'avais investi ma vie. Alors c'est ça la solution, ai-je pleuré, les larmes coulant maintenant sur mon visage. Au lieu de me parler, au lieu d'être mon partenaire, tu sors et tu la trouves. Elle me fait me sentir vivant, Hélène, a-t-il crié. Elle est amusante. Elle n'est pas tout le temps fatiguée. Elle ne se plaint pas de ses maux et de ses douleurs. La cruauté de ses paroles était à couper le souffle. J'ai senti une soudaine bouffée de rage brûlante qui a chassé les larmes. Sors, ai-je murmuré. Quoi ? Sors, ai-je répété, ma voix maintenant dangereusement calme. Je ne veux pas de toi dans cette maison ce soir. Va dormir chez un ami.
Va dormir chez Sandra. Ça m'est égal. Dégage de ma vue. Il m'a regardé un long moment, la mâchoire serrée. Je pense qu'il s'attendait à ce que je m'effondre, que je le supplie. Il ne s'attendait pas à ça. Sans un autre mot, il a claqué son verre sur le bar, a attrapé ses clés sur le crochet près de la porte et est sorti en la claquant derrière lui. Et je suis resté seul dans les ruines de mon mariage de 40 ans. Je me suis effondré sur le canapé, le silence de la maison hurlant à mes oreilles, et je me suis enfin laissé aller à craquer. J'ai passé cette nuit-là dans un état second. Je n'ai pas dormi. J'ai juste erré de pièce en pièce, touchant les meubles, les photographies sur les murs, souvenir d'une vie dont je n'étais soudain plus sûr qu'elle ait jamais été réelle. Le lendemain matin, Georges est revenu. Il ne s'est pas excusé. Il a agi comme si rien ne s'était passé, préparant son café du matin, lisant le journal. Le silence était une arme, et il la maniait avec une précision d'expert. Cela a duré 2 semaines. 2 semaines à vivre avec un fantôme dans ma propre maison. Nous parlions à peine. J'avais l'impression de perdre la tête. J'ai pensé à appeler les enfants, Brenda et Karl, mais qu'aurais-je dit? Votre père me trompe. Les mots semblaient trop honteux pour être prononcés. J'étais paralysé. Puis le 4 juillet est arrivé. Ça avait toujours été une grande fête de famille pour nous. Un grand barbecue dans le jardin, tous les enfants et petits-enfants, se terminant par le feu d'artifice de la ville. Cette année-là, la pensée de cette journée me remplissait d'effroi. Mais Georges a insisté. Nous devons sauver les apparences, Hélène, avait-il dit la seule fois où il avait abordé la situation directement. La famille a commencé à arriver vers midi. Brenda et son mari Frank avec mes petites filles Joyce et Carole, puis Karl et sa femme Janice. J'ai affiché un visage courageux, forçant un sourire, serrant mes petits-enfants dans mes bras. Mais je sentais une tension étrange dans l'air. Tout le monde semblait marcher sur des œufs autour de moi. Après avoir mangé, alors que je débarrassais la table, Brenda s'est approchée de moi et a posé une main sur mon bras. « Maman », dit-elle d'une voix sérieuse. « Il faut qu'on parle, tous ensemble. » Dans le salon. Un nœud de peur glaciale s'est formé dans mon estomac. Je l'ai suivi dans le salon où tout le monde était rassemblé. Georges était assis dans son fauteuil préféré, l'air sombre. Les enfants étaient disposés sur les canapés. Ça semblait mis en scène. Ça ressemblait à une embuscade. Je me suis assise, les mains tremblantes sur mes genoux. Brenda a pris une profonde inspiration. « Maman », commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin. « Papa nous a raconté ce qui se passe. » Je l'ai regardée, stupéfaite, réduite au silence. Il leur avait raconté. Il avait cadré le récit, raconté sa version de l'histoire avant même que j'aie eu la chance de parler. Il nous a parlé de Sandra, a-t-elle poursuivi. Et de tes problèmes, du fait que vous deux, eh bien, que tu ne peux plus être une épouse pour lui de cette manière. La pièce s'est mise à tourner. Mes problèmes. Ils appelaient ma douleur chronique et débilitante, mes problèmes. J'ai regardé Georges, mais il ne croisait pas mon regard. J'ai regardé mon fils, Karl. Il fixait le sol. Alors, qu'est-ce que c'est, ai-je réussi à dire. Une intervention? Vous êtes tous là pour me dire que je n'en fais pas assez pour votre père? Non, maman. Bien sûr que non, a dit Brenda rapidement, bien que son ton soit condescendant. Nous disons juste que tu dois être réaliste. Papa a des besoins et si tu ne peux pas y répondre, n'est-il pas préférable qu'il trouve un moyen discret de s'en occuper au lieu de, tu sais, divorcer et détruire la famille? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'ai regardé autour de moi dans la pièce, cherchant un allié, ne serait-ce qu'une seule personne qui voyait la folie de la situation. Alors, vous êtes tous d'accord avec ça? Vous pensez que c'est bien que votre père ait une liaison? Brenda a soupiré. On ne dit pas que c'est bien, maman. On dit juste que c'est une solution pratique. Ça n'a pas besoin d'affecter qui que ce soit. Il obtient ce dont il a besoin et la famille reste unie. C'est mieux pour tout le monde. Je me suis tourné vers mon fils. Karl, tu es d'accord avec ça? Il a finalement levé les yeux, son visage illisible. Ça aidera papa, maman, a-t-il dit doucement. Il a été malheureux. J'ai regardé ma belle-fille, Janice. Elle avait l'air profondément mal à l'aise. Tant qu'il est discret, a-t-elle marmonné en se tordant les mains.
Mon dernier espoir reposait sur mes petites filles. Joyce et Carol, mes 12 filles. Elles étaient adolescentes, d'une génération différente. Peut-être qu'elles verraient les choses autrement. Et vous, les filles, ai-je demandé, la voix suppliante. Joyce, l'aînée, a échangé un regard avec sa mère, qui lui a fait un léger signe de tête. Eh bien, grand-mère, dit-elle avec hésitation. Beaucoup de parents de nos amis ont des relations libres. Ils disent que ce n'est pas grave. C'est juste du sexe, non? C'est juste du sexe. Les mots ont résonné dans la pièce silencieuse. Ma propre famille, mes enfants et petits-enfants, étaient assis là, dans ma maison, à me dire d'accepter l'infidélité de mon mari comme une question de commodité. Ils avaient complètement pris son parti. Ils avaient choisi ses désirs au détriment de ma dignité. À ce moment-là, je ne m'étais jamais senti aussi seul, aussi complètement trahi. J'avais l'impression d'être un vieux meuble, quelque chose qu'ils gardaient pour des raisons sentimentales, mais qui n'avait plus d'utilité. Je me suis levé, les jambes chancelantes. Je vois, ai-je dit, la voix plate. La majorité l'emporte. Il aura ce qu'il veut. Je me suis retourné pour quitter la pièce, pour échapper à leur regard plein de pitié et de jugement. Alors que j'atteignais le seuil de la porte, Georges a appelé mon nom. Hélène. Pendant une seconde stupide et pleine d'espoir, j'ai cru qu'il pourrait reconsidérer, qu'il pourrait voir la chose monstrueuse qu'il avait faite. Je me suis retourné. Il m'a regardé, le visage sérieux. Je peux dire à Sandra que tu plaisantais en disant que tu allais appeler la police? Ça lui a vraiment fait peur. Le dernier morceau de mon cœur s'est brisé. Je n'ai pas répondu. Je suis juste sorti de la pièce, par la porte de derrière, et dans le jardin. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des acclamations provenant du salon. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je les ai vus. Ma famille. Ils serraient Georges dans leurs bras, lui donnaient des tapes dans le dos. Ils célébraient leur victoire, célébraient la négociation réussie de ma reddition. Et à travers la fenêtre, je pouvais voir mon mari, mon partenaire de 40 ans, sortant déjà son téléphone, un sourire s'étalant sur son visage alors qu'il appelait sa maîtresse pour lui annoncer la bonne nouvelle. Après ce jour, le 4 juillet, une nouvelle et terrible normalité s'est installée dans notre maison. C'était l'enfer calme et poli d'un mariage qui était mort mais n'avait pas encore été enterré. La liaison n'était plus un secret à cacher, mais un fait à gérer. Georges ne faisait aucun effort pour être discret. Je savais que chaque mardi et jeudi après-midi, pendant que j'étais à mes rendez-vous de kinésithérapie, Sandra venait. Je le savais parce que je pouvais sentir son parfum persister dans l'air quand je rentrais à la maison. J'ai commencé à trouver de longs cheveux blonds sur les coussins du canapé. Une fois, j'ai même trouvé une boucle d'oreille, une babiole scintillante bon marché coincée sur le côté de son fauteuil. Je l'ai ramassée avec 2 doigts, les regardé un long moment, puis je l'ai jeté à la poubelle. Qui avait-il à dire? J'avais été mise en minorité. La famille traitait la situation avec une normalité glaçante. Quand ils appelaient, ils demandaient « Comment allez-vous, toi et papa ?» comme si rien n'avait changé. Brenda en particulier semblait penser qu'elle avait orchestré un compromis brillant. Un après-midi, elle est passée avec quelques courses pour moi. Alors qu'elle les rangeait, elle a dit d'une voix vive et joyeuse, « Tu sais, maman, je suis vraiment fière de toi. » J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardée fixement. Fière de moi pourquoi? Pour être si compréhensive, a-t-elle dit, tout à fait sérieuse. Pour mettre le bonheur de papa en premier. Ça montre à quel point tu l'aimes. Le laisser faire ça. Le laisser. Le mot est resté en suspens dans l'air entre nous. Comme si j'avais donné ma permission. Comme si c'était un cadeau généreux que je lui avais accordé au lieu d'une trahison qui me dévastait jour après jour. J'ai senti un œuf froid et dur se former dans ma poitrine. Brenda, ai-je dit, la voix basse et ferme. C'est la dernière fois que nous parlerons de ça. Jamais. Tu me comprends? Elle a été surprise par mon ton, mais elle a hoché la tête. Bien sûr, maman, je comprends. C'est difficile d'oublier si les gens continuent d'en parler. Elle n'avait aucune idée. Elle pensait que mon problème était une question d'oubli, pas une blessure qui s'infectait au cœur de notre famille. J'ai commencé à me replier sur moi-même. Pas seulement de Georges, mais de tout le monde. Je suis devenue une observatrice de ma propre vie. Je cuisinais. Je nettoyais. J'allais à mes rendez-vous.
J'ai construit un mur autour de moi. Brique par brique douloureuse. Le week-end, Georges était à la maison. Nous dînions ensemble, parlant de choses insignifiantes, du temps, des nouvelles, de ce que faisaient les petits-enfants. Il essayait parfois d'être affectueux, une main sur mon épaule, un compliment sur le repas. C'était toute une performance, une façon pour lui d'apaiser sa propre conscience. Je rendais rarement l'appareil. La source d'affection que j'avais autrefois pour lui s'était tarie. Pour faire face, j'ai commencé à passer des journées entières loin de la maison, surtout le samedi. Je disais à Georges que je m'étais inscrite à un nouveau cours d'art ou que je faisais du bénévolat à l'hôpital. En réalité, je conduisais simplement. Je conduisais pendant des heures sans destination précise. Je trouvais un restaurant tranquille dans une petite ville que je n'avais jamais vue auparavant et je restais assise pendant des heures avec une tasse de café, observant simplement les gens vivre leur vie ordinaire. J'allais au cinéma et je regardais des films les uns après les autres, me perdant dans les histoires des autres parce que la mienne était devenue insupportable. Ces longues absences ne semblaient pas déranger Georges. En fait, il semblait préférer ça. Ça lui donnait une maison vide, un emploi du temps libre. Je savais ce qui se passait pendant mon absence. La maison était à lui, le lit était à lui, et Sandra était avec lui. Cette pensée était une douleur constante et sourde. Mais une chose étrange a commencé à se produire pendant ces longues et solitaires virées en voiture. La douleur a lentement commencé à se transformer en autre chose. Quelque chose de plus froid, de plus aigu. C'était de la résolution. J'ai réalisé qu'ils me voyaient tous comme une vieille femme faible et fragile qui n'avait d'autre choix que d'accepter son sort. Ils pensaient que mon silence était une reddition. Ils avaient tort. Mon silence, c'était moi qui planifiais. Mon silence, c'était moi qui attendais mon heure. Mon silence, c'était moi qui me préparais à la guerre. Les mois passèrent. Les couleurs vives de l'automne se sont transformées en le gris glacial de l'hiver. Notre maison, autrefois remplie de la chaleur d'une longue vie partagée, ressemblait maintenant à un musée froid et vide. Georges et moi étions des étrangers polis, coexistant dans un espace qui ne ressemblait plus à un foyer. Il continuait son arrangement avec Sandra et je continuais mes escapades du week-end, fortifiant les murs autour de mon cœur. Puis Thanksgiving est arrivé. La fête que j'aimais autrefois, un jour de gratitude et de famille, ressemblait maintenant à une menace imminente. J'ai fait les choses machinalement, commandant une dinde, planifiant le menu. Je le faisais pour les petits-enfants, me disais-je. Quelques jours avant la fête, Brenda a appelé. « Salut maman », dit-elle, la voix trop enjouée. Juste pour confirmer le plan pour jeudi. On sera là vers 13h. Et, papa a eu une super idée. Il veut inviter quelqu'un. Je me suis figé, le téléphone froid contre mon oreille. Un invité, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Qui? Il y a eu une légère hésitation. Eh bien, c'est Sandra, dit-elle en essayant de paraître décontractée. Papa dit qu'elle n'a pas de famille en ville et il ne voulait pas qu'elle soit seule pour Thanksgiving. J'étais sans voix. Le culot absolu, hallucinant, d'amener sa maîtresse, la femme qui a été un boulet de démolition pour notre mariage, à ma table pour une fête de famille. Ce n'était pas seulement une insulte. C'était une déclaration. C'était eux qui disaient que Sandra n'était plus seulement un vilain petit secret. Elle était promue. Elle devenait membre de la famille. Non, ai-je dit, la voix dangereusement calme. Maman, ne sois pas comme ça, commença Brenda, son ton passant à l'exaspération. C'est juste un dîner. C'est la chose chrétienne à faire. Je t'ai dit que je ne serais pas dans la même pièce que cette femme. Brenda, ai-je dit, la voix tremblante d'une rage que je pouvais à peine contenir. Je ne l'aurai pas dans ma maison, assise à ma table, mangeant la nourriture que j'ai préparée. Ça n'arrivera pas, c'est aussi la maison de papa, maman, a-t-elle rétorqué. Il a le droit d'inviter qui il veut. J'attends de toi que tu te comportes bien. Se comporter bien. Comme une vilaine enfant qu'on gronde. Après avoir raccroché, je suis allé dans le salon où Georges regardait la télé. Tu l'as invité, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Il n'a même pas tourné la tête pour me regarder. C'est juste un dîner, Hélène. Grandis un peu. C'en était trop. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a finalement et irrévocablement craqué. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste retourné et je suis parti.
Le matin de Thanksgiving, je me suis levé tôt. Je n'ai pas fait de dinde. Je n'ai préparé aucun accompagnement. Je me suis habillé, je suis allé à la cuisine et je me suis fait une seule tranche de pain grillé. Alors que la famille commençait à arriver, remplissant la maison de leur bavardage joyeux, je suis allé au garage, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. J'ai conduit jusqu'à un Denny's sur l'autoroute. Je me suis assis seul dans une banquette et j'ai commandé leur spécial Thanksgiving. Dinde, farce, purée de pommes de terre, le tout servi sur une assiette en plastique. J'ai mangé lentement, regardant les familles autour de moi rire et parler. Je n'étais pas triste. J'étais engourdi. Après mon repas, je suis allé dans un cinéma et j'ai regardé 3 films d'affilée. Je me fichais de quoi ils parlaient. J'avais juste besoin d'être ailleurs. Je suis rentré vers 23 heures ce soir-là. La maison était sombre, à l'exception d'une seule lampe dans le salon. Georges était assis là, à m'attendre. Les restes du festin étaient encore sur la table de la salle à manger. « Où étais-tu » a-t-il demandé, la voix sèche. « Je suis allé chez Denny's pour le dîner de Thanksgiving », ai-je répondu calmement en posant mon sac à main. Puis j'ai vu quelques films. Il m'a regardé fixement, son visage un mélange de colère et d'incrédulité. Nous avions un repas magnifique juste ici. Et tu es allé chez Denny's ? Pourquoi ferais-tu ça ? Je l'ai finalement regardé droit dans les yeux. Il ne s'agit pas de la nourriture, Georges, ai-je dit, ma voix aussi froide que la glace. Il s'agit de la compagnie. Je t'ai dit que je ne serais pas dans cette maison en même temps qu'elle. Ça ne voulait pas seulement dire quand elle est ici pour une visite le mardi après-midi. Ça voulait dire n'importe quand et tu le savais. Pourtant, tu l'as fait quand même. Il s'est levé, le visage rouge de colère. Je ne peux pas croire qu'une femme de ton âge ne puisse pas être civile avec une invitée que j'ai conviée dans notre maison. Elle n'est pas une invitée, ai-je dit. C'est la femme avec qui tu me trompes. J'ai pris le journal sur la table basse, l'ai ouvert et l'ai tenu entre nous, un mur fragile qui signifiait la fin de la conversation et la fin de tout le reste. L'hiver qui a suivi ce désastreux Thanksgiving fut long et maussade, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre maison. La politesse entre Georges et moi était devenue mince, remplacée par un silence cassant. Nous étions 2 navires se croisant dans la nuit, vivant dans le même espace, mais dans des mondes entièrement différents. Il avait sa vie, qui, je le savais maintenant, incluait non seulement les mardis et jeudis après-midi, mais aussi des dîners et des sorties avec Sandra. Ma vie consistait en mes rendez-vous, mes trajets solitaires en voiture et ma planification secrète. Mon avocate, une femme vive du nom de Madame Albright, avait été très claire. Hélène, avait-elle dit, nous devons être méticuleux. Nous documentons tout. Nous avançons lentement et discrètement. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à rassembler des relevés financiers, des titres de propriété et des rapports de portefeuille d'investissement. Georges avait toujours géré les finances, mais j'apprenais vite. J'ai passé des heures à la bibliothèque à me renseigner sur la division des biens et le droit du divorce. La bibliothécaire silencieuse devenait une stratège financière. Le printemps est arrivé, et avec lui, la fête des mères. Pendant des années, nous avions une tradition familiale. Les enfants m'emmenaient pour un brunch chic dans un magnifique restaurant français du centre-ville. D'un commun accord, Georges ne venait pas à mon brunch de la fête des mères, et je n'allais pas à sa célébration de la fête des pères. C'était le jour des enfants avec chaque parent, et ça avait toujours fonctionné pour nous. Cette année, cependant, un sombre soupçon a pris racine dans mon esprit. Étant donné ce qui s'était passé à Thanksgiving, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que Georges verrait mon absence comme une opportunité. La veille de la fête des mères, Brenda a appelé pour confirmer. « On passera te prendre à 11 heures, maman. »« J'ai hâte » a-t-elle gazouillé. « En fait, chérie, ai-je dit, forçant un ton faible et chancelant dans ma voix. Je ne pense pas être d'attaque cette année. Mon arthrite me fait terriblement souffrir. Allez-y et passez un merveilleux moment sans moi. Appelle-moi plus tard. » Il y a eu une pause. « Oh, d'accord, maman, » a dit Brenda un peu trop vite. « Si tu es sûre, tu nous manqueras. » Je savais qu'elle mentait. Mon absence n'était pas une déception. C'était une commodité. Le matin de la fête des mères, j'ai regardé depuis la fenêtre de ma chambre le minivan de Brenda arriver, suivi de la voiture de Karl et Janice. Ils sont tous entrés pour aller chercher Georges. Quelques minutes plus tard,
Ils sont tous sortis en riant et en s'entassant dans les voitures pour se rendre au restaurant. J'ai attendu 20 minutes. Puis je suis monté dans ma propre voiture. Je ne me suis pas mise sur mon 31. Je portais juste un simple pantalon et un chemisier. J'ai conduit jusqu'au restaurant français. Je n'avais pas l'intention d'entrer. J'avais juste besoin de savoir. Je me suis garé de l'autre côté de la rue où j'avais une vue dégagée sur l'entrée et le parking. J'ai regardé ma famille arriver. J'ai vu mon fils Karl ouvrir la portière pour ma fille Brenda. J'ai vu mon mari Georges rire, l'air plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. Et puis une autre voiture est entrée dans le parking. Un petit cabriolet rouge sport. Mon souffle s'est coupé. Sandra est sortie de la voiture. Elle portait une jolie robe à fleurs. Elle s'est approchée de ma famille et ma fille Brenda l'a serrée dans ses bras, une étreinte chaleureuse et accueillante. Mon gendre Franck lui a souri et a hoché la tête. Mon mari Georges a passé son bras autour de sa taille et l'a embrassé sur la joue. Et puis tous ensemble, toute ma famille avec la maîtresse de mon mari, sont entrés dans le restaurant pour célébrer la fête des mères sans moi. Je suis resté assise dans ma voiture, les mains agrippant le volant si fort que mes jointures étaient blanches. La douleur dans mes articulations n'était rien comparée à la douleur dans mon cœur. Mais cette douleur était différente. Ce n'était pas le chagrin déchirant que j'avais ressenti lorsque j'avais découvert l'affaire pour la première fois. Ce n'était pas le désespoir humilié que j'avais ressenti lors de l'intervention familiale. C'était une rage froide et lucide. C'était la trahison finale. C'était eux, tous, qui m'effaçaient. Ils ne m'avaient pas seulement remplacé dans le lit de mon mari. Ils me remplaçaient à la table familiale. La moindre parcelle de doute qui subsistait, la moindre pensée que peut-être cela pouvait être réparé, que ma famille pouvait être sauvée, s'est évanouie à cet instant. C'était fini. Tout. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement mis la voiture en marche et je suis parti. Je ne suis pas allé dans un restaurant ou un cinéma. Je suis rentré directement à la maison, je suis allé dans mon bureau et j'ai appelé Madame Albright. C'est le moment, ai-je dit quand elle a répondu. Nous passons à l'étape finale du plan. L'année qui a suivi cette fête des mères a été la plus étrange de ma vie. En surface, j'étais l'image de la résignation tranquille. Je suis devenue encore plus accommodante, plus docile. J'ai arrêté mes virées en voiture du week-end. J'ai commencé à demander à Georges comment s'était passée sa journée, feignant de l'intérêt pour ses matchs de tennis et ses parties de poker. J'ai joué le rôle de l'épouse belle, quoique distante. Ils ont tous marché. Ils ont vu mon changement de comportement comme une acceptation finale, la dernière étape de ma reddition. Ma fille Brenda l'a même commenté lors d'un appel téléphonique. C'est si bon de t'entendre à nouveau comme avant, maman, avait-elle dit. Il n'avait aucune idée que mon ancien moi avait disparu pour toujours, remplacé par une femme qu'il ne connaissait pas du tout. Ma complaisance était un écran de fumée. Derrière, je travaillais avec une fureur méthodique et silencieuse. Ma vie est devenue une série de rendez-vous secrets et d'opérations clandestines. Toutes les 2 semaines, je disais à Georges que j'allais à un nouveau cours d'aquagym pour mon arthrite. Au lieu de cela, je conduisais jusqu'au bureau de Madame Albright au centre-ville. Nous passions des heures à éplucher 40 ans de dossiers financiers. Georges avait été malin. Beaucoup de nos actifs les plus précieux, nos portefeuilles d'investissement et nos comptes de retraite, étaient structurés de manière à lui donner le contrôle principal. Il compte sur le fait que vous ne saurez pas comment toucher à ça, a dit Madame Albright en tapotant un épais dossier. Il vous sous-estime. Nous allons utiliser ça. Nous avons commencé le processus minutieux de démêlage de nos vies financières. Sur les conseils de Madame Albright, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom dans une autre banque. Nous avons commencé à rédiger les documents juridiques pour liquider certains actifs communs, des documents qui nécessiteraient la signature de Georges. Je les glissais dans une pile de factures ménagères ordinaires et de formulaires fiscaux. Juste quelques papiers de routine de notre conseiller financier, chéri, disais-je nonchalamment. Il griffonnait sa signature sans un second regard, trop absorbé par le tournoi de golf à la télé pour s'en soucier. Chaque signature était une petite victoire, une autre brique dans les fondations de ma nouvelle vie. Pendant ce temps, j'ai aussi fait quelque chose pour moi. J'ai renoué avec un vieil ami. Il s'appelait Arthur. Nous avions travaillé ensemble il y a des années, avant que je ne prenne ma retraite de la bibliothèque. Il était le bibliothécaire en chef, un homme gentil et doux avec un esprit vif et un amour profond pour la littérature.
Sa femme était décédée d'un cancer quelques années auparavant, et je savais qu'il s'était senti seul. J'ai trouvé son numéro et je l'ai appelé sur un coup de tête au début, juste pour entendre une voix amicale. Nous avons commencé à nous voir pour un café. C'était innocent. Nous parlions de livres, de nos anciens collègues, de nos enfants. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vu. Je n'étais pas une épouse malade ou un problème à gérer. J'étais juste Hélène. Arthur écoutait. Quand j'ai finalement trouvé le courage de lui raconter ce qui se passait dans mon mariage, il n'a pas offert de platitude ou de jugement. Il a juste écouté, les yeux pleins d'une tristesse profonde et compatissante. Il a tenu ma main sur la table, son contact doux, et a dit, « Tu mérites tellement mieux. » Notre amitié s'est approfondie. Il est devenu mon confident, ma seule source de santé mentale dans un monde devenu fou. Il était le seul à connaître mon plan. Il ne l'a pas remis en question. Il l'a soutenu. Il a vu ma force quand tout le monde ne voyait que ma faiblesse. Au fil des mois, mon plan a pris sa forme définitive. J'avais un nouveau compte en banque avec une somme d'argent substantielle. J'avais une avocate prête à déposer les papiers du divorce à tout moment. Et j'avais un ami en Arthur qui m'offrait non pas une romance mais quelque chose de bien plus précieux, une vision d'un avenir où je ne serais pas seul. Un avenir où je serais respecté. J'ai encerclé la date sur mon calendrier, le 4 juillet. Exactement un an après que ma famille m'est assise et condamnée à une vie d'humiliation. Cette année, ce ne serait pas leur jour de célébration. Ce serait mon jour de l'indépendance. Le matin du 4 juillet s'est levé, clair et lumineux. L'air était déjà imprégné de l'odeur de l'herbe coupée et des éclats lointains des premiers pétards. Notre jardin s'est lentement rempli des mêmes personnages que l'année précédente. Brenda et Frank, Carl et Janice, les petits-enfants. Le barbecue était allumé, des hamburgers et des hot-dogs grésillaient. La conversation était légère, pleine de rire. C'était l'image parfaite d'une famille américaine heureuse. Un mensonge parfait. J'ai joué mon rôle à la perfection. Je me suis mêlé aux autres. J'ai souri. J'ai complimenté Brenda sur sa salade de pommes de terre. Mais cette année, j'ai veillé à en faire trop. Je grimaçais chaque fois que je me levais. Je me frottais les mains comme si elles étaient en agonie. Je laissais échapper un petit soupir d'épuisement de temps en temps. Je semais les graines pour ma performance finale. Vers le crépuscule, alors que tout le monde commençait à préparer les glacières et à prendre les chaises de jardin pour aller au parc pour le feu d'artifice, j'ai trouvé Georges dans la cuisine. « Chérie », ai-je dit en posant une main sur son bras, ma voix empreinte d'une lassitude fabriquée. Je ne pense pas que je pourrai aller au feu d'artifice cette année. Mes articulations me font un mal de chien. Je pense que j'ai juste besoin de m'allonger et de me coucher tôt. Il m'a regardé avec une lueur de ce que j'aurais juré être une véritable inquiétude. C'était la partie la plus difficile de tout cela. Savoir que quelque part, enfoui profondément sous l'égoïsme et la trahison, se trouvait l'homme que j'avais autrefois aimé, un homme qui pouvait encore ressentir une once d'attention pour moi. Cela rendait ce que j'étais sur le point de faire encore plus difficile, mais non moins nécessaire. « Tu es sûre, Hélène ?» a-t-il demandé. « Tu les as manqués l'année dernière aussi. »« J'en suis sûr », ai-je dit en lui adressant un faible sourire. « Je me fais vieille, je suppose. »« Allez-y tous, amusez-vous bien pour moi. » Il m'a tapoté la main. « D'accord, si tu es sûr, repose-toi bien. » Dès qu'il a quitté la pièce, je l'ai vu se diriger droit sur Brenda. Une conversation chuchotée, un rapide hochement de tête. Je savais exactement ce qui se passait. Mon absence n'était pas un problème. C'était une invitation. Il faisait de la place pour Sandra. La nouvelle trahison, même si je m'y attendais, piquait encore. Un par un, ils sont venus me dire au revoir, exprimant leur déception que je ne vienne pas. J'ai serré mes petites filles, Joyce et Carole, un peu plus longtemps que d'habitude. « Soyez sages, mes chéris », ai-je murmuré, le cœur serré. C'était la seule vraie perte, le seul dommage collatéral de ma guerre que je savais laisserait une cicatrice permanente. Je me suis tenu à la porte d'entrée et j'ai fait un signe de la main alors qu'ils s'entassaient dans le minivan de Brenda, leur rire flottant jusqu'à moi dans l'air chaud du soir. Ils n'ont même pas regardé en arrière. Dès que les feux arrière ont disparu au coin de la rue, je suis passé à l'action. Il n'y avait pas de temps pour l'hésitation. Mon sac, une seule valise, était déjà fait et caché au fond de mon placard. J'ai traversé la maison une dernière fois.
Je ne me sentais pas triste. Je ne ressentais rien d'autre qu'un calme tranquille et résolu. Dans la chambre, j'ai enlevé mon alliance, la simple bague en or que j'avais portée pendant 40 ans. Je l'ai posée délicatement sur l'oreiller de Georges. À côté, j'ai placé une petite clé USB anodine. J'ai pris mon sac à main et ma valise, je suis sorti au garage et je suis monté dans ma voiture. Je n'ai pas regardé la maison dans le rétroviseur. Je regardais déjà vers l'avant. Quelques rues plus loin, garé dans une rue latérale tranquille, Arthur m'attendait dans sa voiture. Je me suis garé derrière lui, je suis sorti et j'ai mis ma valise dans son coffre. J'ai laissé ma propre voiture là, garée légalement dans la rue. Il la trouverait éventuellement. Je me suis glissé sur le siège passager de sa voiture, et il s'est penché et a pris ma main. « Prête ?» a-t-il demandé, la voix douce. « Je suis prête », ai-je dit. Et ensemble, nous avons roulé vers l'aéroport, vers le reste de ma vie, alors que les premières explosions du feu d'artifice commençaient à illuminer le ciel nocturne derrière nous. La famille est rentrée tard, vers 22h30. J'imagine qu'ils étaient tout excités par le feu d'artifice, encore vibrant de l'ambiance festive. Georges a probablement déverrouillé la porte, s'attendant à trouver la maison sombre et moi endormi dans mon lit. C'est Karl qui l'a trouvé. Je l'ai appris plus tard par Janice. Georges lui avait demandé de vérifier si j'allais bien. Karl est entré dans la chambre principale. Il ne m'a pas trouvé. Il a trouvé un lit vide, parfaitement fait. Et sur l'oreiller de son père, brillant sous la douce lumière de la lampe de chevet, se trouvaient deux petits objets, mon alliance et une clé USB noire. Un sentiment de malaise a dû les parcourir. Ce n'était pas normal. Ça ne faisait pas partie du plan. Ils se sont tous rassemblés dans le salon. Un groupe confus et anxieux. Franck, étant le plus doué en technologie, a pris la clé USB et l'a branchée sur son ordinateur portable. Un seul fichier vidéo est apparu à l'écran. Il a double-cliqué dessus. L'écran est resté noir un instant, puis mon visage est apparu. J'étais dans une pièce qu'il ne reconnaissait pas, assise dans un fauteuil confortable. J'avais l'air calme. Je regardais directement la caméra, comme si je regardais chacun d'eux dans les yeux. « Bonjour à tous », ai-je commencé, ma voix claire et posée. Si j'ai bien calculé, vous regardez ceci un peu après 22 heures. Juste de retour du feu d'artifice. Je les ai vus dans mon esprit jeter un coup d'œil réflexe à l'horloge. À cet instant précis, ai-je continué, je suis dans un avion qui vole bien au-delà des frontières des États-Unis. Et au cas où vous vous poseriez la question, je ne reviendrai pas, le son du cri étranglé de Georges disant « non » était quelque chose que je ne pouvais qu'imaginer, mais je savais qu'il était là. « Vous m'avez trahi », a dit la femme à l'écran, la nouvelle moi, sa voix inébranlable. Chacun d'entre vous. Georges, mon mari depuis 40 ans, un homme pour qui j'ai construit un foyer, élevé une famille et que j'ai soutenu à travers tout. Tu m'as jeté comme un déchet pour une femme de la moitié de mon âge. Et quand j'ai osé m'opposer, tu as monté mes propres enfants contre moi. Je pensais que 40 ans de loyauté, de dévouement et de fidélité signifieraient quelque chose pour toi. Je méritais mieux que ça. Tes désirs, et soyons honnêtes, c'étaient des envies, pas des besoins, n'auraient jamais dû prévaloir sur ma dignité. J'ai laissé les mots flotter dans l'air un moment avant de tourner mon attention vers mes enfants. Brenda, ta trahison m'a fait tout aussi mal que celle de ton père. Tu as toujours été la fille à sa maman. Nous faisions tout ensemble. Et savoir que non seulement tu as soutenu ton père dans son infidélité, mais que tu l'as activement encouragé, que tu nous as coachés, lui et moi, sur la façon de l'accepter, ça m'a brisé le cœur d'une manière que ses actions n'auraient jamais pu faire. Je pouvais l'imaginer secouer la tête, niant. Mais la vérité était là, à l'écran, pour que son mari la voie. Et Karl. Tu dois être l'un des hommes les plus stupides qui existent. As-tu seulement réalisé qu'en soutenant cela, tu donnais à ta femme, Janice, la permission de te faire la même chose? Tu lui as dit par tes actions que si jamais elle sent que ses besoins ne sont pas satisfaits, elle a le feu vert pour chercher satisfaction ailleurs. Qu'est-ce que ça fait, fiston? J'ai vu Franck regarder Brenda, un soupçon nouveau et terrible naissant dans ses yeux. J'ai vu Janice fixer Karl, le visage pâle. Je ne partais pas seulement. Je semais des graines de doute qui pousseraient dans le sol empoisonné de leur trahison. La famille qu'ils s'étaient tant battus pour garder unie commençait déjà à s'effriter. La vidéo a continué, mon moi à l'écran faisant une pause pour laisser le poids de mes mots s'installer.
L'atmosphère dans ce salon devait être lourde de choc et d'horreur naissante. Mais je n'avais pas fini. Les coups émotionnels n'étaient que le prélude à l'événement principal. Je ne pouvais pas rester dans un mariage où j'étais manqué de respect chaque semaine, ai-je dit, ma voix devenant plus froide, plus professionnelle. Et je n'allais certainement pas rester quand j'ai découvert que cela se produisait plusieurs fois par semaine. Oh, oui, George. Tu n'étais pas aussi discret que tu le pensais. L'invité pour la fête des mères, c'était d'un mauvais goût particulier. Je devrais aussi mentionner la situation financière dans laquelle je vous ai laissé. Pendant 40 ans, j'ai mis cette famille en premier. J'ai géré le ménage, élevé les enfants et soutenu la carrière de George, lui permettant d'accumuler notre richesse. J'ai décidé qu'il était temps pour moi d'être compensé pour mes contributions. Je me suis légèrement penché en avant. George, je t'ai laissé la maison. Comme tu le sais, elle est entièrement payée et vaut une somme considérable. Mon avocate, Madame Albright, prendra contact avec toi pour t'aider à la vendre, si tu le souhaites. Je t'ai aussi laissé 400 000 $ sur le compte courant. J'ai calculé que cela équivaut à 10 000 $ pour chaque bonne année que tu m'as donnée. Malheureusement, il n'y a pas eu de bonnes années récemment. J'ai laissé cela infuser. Un règlement généreux selon n'importe quel standard. Mais c'est ce qui allait suivre qui changerait tout pour eux. Quant au reste de nos actifs, ai-je dit, ma voix baissant légèrement, nos portefeuilles d'investissement, nos fonds de retraite, nos économies, je les ai pris. Avec l'aide de mon avocate, j'ai sécurisé ma moitié des biens matrimoniaux et même plus, à titre de compensation pour le préjudice moral et l'abus de confiance. Une fois que tout sera réglé, je serai à la tête d'un portefeuille valant près de 8 chiffres. Je m'en sortirai très bien, même si je doute que l'un d'entre vous s'en soucie vraiment. Le silence dans la pièce a dû être absolu. L'argent, le fondement de leur vie confortable, la source de leur sécurité, l'héritage futur qu'ils tenaient tous pour acquis, avait disparu. Oh, ai-je ajouté, un petit sourire entendu jouant sur mes lèvres. Et si vous craignez que je passe mes années dorées seul, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà un compagnon, et il est assis juste à côté de moi dans cet avion. Je me suis tourné sur le côté, hors caméra. Arthur, voudrais-tu dire bonjour ? Le visage d'un homme est apparu dans le cadre. C'était Arthur. Il avait l'air distingué et gentil, avec des yeux chaleureux. Il a souri doucement à la caméra. Bonjour, a-t-il dit, sa voix calme et agréable. Je suis Arthur. J'aiderai Hélène à dépenser ce qui aurait pu être votre héritage. Il a fait un petit signe de la main. Je me suis retourné vers la caméra. George, tu ne te souviens probablement pas d'Arthur, mais tu l'as rencontré plusieurs fois lors des collectes de fonds de la bibliothèque. Nous avons travaillé ensemble pendant plus de 20 ans. Il a pris une retraite anticipée pour me rejoindre dans ma nouvelle maison. Nous sommes restés des amis proches tout ce temps, et nous nous tenons compagnie depuis plusieurs mois, depuis que je lui ai raconté ce que mon mari faisait. Et le meilleur, c'est que les besoins d'Arthur sont simples. Juste de l'affection, du respect et de bonnes conversations. J'ai hâte. Je regarde directement la caméra une dernière fois, mon regard croisant celui de George à travers l'écran. Je t'aimais, George. Je t'ai aimé depuis le jour de notre rencontre. J'avais hâte de vieillir avec toi. Je suis tellement déçu que tes désirs physiques aient ruiné ça pour nous. Pour moi. Pour ton bien, j'espère que ça en valait la peine. Adieu. Et l'écran est devenu noir. C'était le moment. Le moment où l'écran est devenu noir et où j'ai su que dans ce salon à des kilomètres de là, ma vieille vie était officiellement terminée. Ma nouvelle vie, assise dans cet avion à côté d'un homme bon, ne faisait que commencer. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant avec le chiffre ainsi dessous. Cela me fait savoir que vous m'avez donné un j'aime et cela me dit que vous êtes ici avec moi dans ce voyage. Votre soutien est un encouragement formidable et il me donne la force de continuer. S'il vous plaît, commentez avec le chiffre 1 et écoutez ce qui s'est passé ensuite. Les semaines qui ont suivi mon départ ont été, comme je l'ai appris plus tard de Janice, un pur chaos. La vidéo avait explosé comme une bombe au milieu de leur vie confortable, et les retombées ont été dévastatrices. George, privé de sa femme et de la majeure partie de sa fortune d'un seul coup, s'est effondré. C'était un homme à la dérive, perdu dans une mer de sa propre création. Il a appelé mon téléphone sans cesse pendant des jours, laissant des dizaines de messages vocaux oscillant sauvagement entre la rage, l'incrédulité et des excuses pathétiques et suppliantes.
Je ne les ai jamais écoutés. Arthur les a supprimés pour moi. La plus grosse explosion, cependant, s'est produite dans le mariage de ma fille Brenda. Mes mots dans la vidéo avaient été un coup direct sur la confiance fragile entre elle et Frank. Il ne pouvait pas la regarder sans voir l'avertissement de sa mère. Tu lui as donné un laissez-passer. L'accusation flottait entre eux, empoisonnant l'air de leur maison. Ils se disputaient constamment. Frank est devenu méfiant et renfermé. Brenda, confrontée à la perte potentielle de son propre mariage, est devenue frénétique. La solution pratique qu'elle avait si brillamment prescrite pour mon mariage ne semblait soudainement plus si pratique. Carl et Janice étaient plus discrets, mais les dégâts étaient là aussi. Janice, qui avait toujours été la plus hésitante du groupe, s'est retirée de la famille. Elle était enceinte de leur premier enfant, mon premier petit enfant, et elle ne voulait aucune part de cette toxicité. Elle a dit à Carl que tant qu'il ne pourrait pas comprendre le profond manque de respect qu'il m'avait montré, elle avait besoin d'espace. Ils étaient tous fracturés, des morceaux brisés d'une famille qui avait autrefois été entière. Ils avaient sacrifié ma dignité sur l'autel des désirs de George, et maintenant ils en payaient le prix. Environ 3 semaines après mon départ, j'ai décidé de passer un appel. Je n'ai pas appelé Brenda ou Carl. J'ai appelé Janice. Je savais qu'elle était la seule qui pouvait encore avoir une conscience. Elle a répondu à la première sonnerie, la voix prudente. Bonjour, Janice. C'est Hélène, ai-je dit doucement. Il y a eu une vive inspiration à l'autre bout du fil. Oh, Hélène. Oh mon Dieu. Comment vas-tu? Où es-tu? Je vais bien, chérie. Je suis en sécurité et je vais bien, mais je ne peux pas te dire où je suis pour le moment. Comment vas-tu? Je vais bien, dit-elle, la voix chancelante. Papa, je veux dire, George ne va pas bien. Et Brenda et Frank ont de sérieux problèmes. Elle fit une pause. Hélène, je dois te le dire, je suis tellement désolé. Je savais que c'était mal depuis le début. J'aurais dû parler. J'étais nouvelle dans la famille. J'avais peur. Ce n'est pas une excuse, mais je suis tellement désolé. Je sais, Janice, ai-je dit, et je le pensais. Je le voyais dans tes yeux ce jour-là. Tu es pardonnée. Elle a commencé à pleurer doucement. Merci. Ça signifie tellement, surtout parce que je veux les 2 grands-mères dans la vie de mon bébé. Je suis enceinte, Hélène. La nouvelle était un rayon de soleil perçant les nuages de la tempête. Un bébé, un nouveau départ. Oh, chérie, ai-je dit, ma propre voix épaisse d'émotion. C'est une merveilleuse nouvelle. Félicitations. Nous avons parlé un peu plus longtemps, elle m'a raconté les retombées, les disputes et les larmes. Avant de raccrocher, j'ai fait une demande. Janice, ai-je dit. Je pense que je suis prête à leur parler. À tous. Peux-tu organiser un appel téléphonique pour demain soir? Mais à une condition. Sandra ne doit pas être là. Bien sûr, Hélène, dit-elle sans hésiter. Ils seront là. Le lendemain soir, j'étais assise avec Arthur dans le salon de notre nouvelle maison, une petite et belle maison avec vue sur l'océan. Le téléphone était sur haut-parleur. L'appel était connecté au salon où mon ancienne famille était réunie. Salut maman. Tout le monde est là, la voix de Janice est parvenue, un peu tremblante. Merci, Janice, ai-je dit calmement. Juste pour que vous sachiez tous, Arthur est avec moi. Je veux que ce soit une conversation polie, pas une dispute. Tout le monde est d'accord? Un chœur d'accord marmonné est parvenu par le haut-parleur. Bien, ai-je commencé. Je voulais attendre qu'un peu de temps soit passé avant que nous parlions. J'ai fait une pause, puis je me suis adressé à mon fils. Carl, félicitations pour le bébé. Je le pense vraiment. Merci, maman, a-t-il dit, la voix basse. J'essaierai d'être le genre de père que tu m'as appris à être. La meilleure chose que tu puisses faire pour tes enfants est d'aimer leur mère, ai-je dit doucement. Souviens-toi de ça. Puis ce fut au tour de George. Hélène, chérie, s'il te plaît, a-t-il commencé, la voix brisée. S'il te plaît, reviens. On peut arranger ça. Je vais rompre avec Sandra. Je te jure, si seulement tu m'avais dit que tu allais vraiment partir. Je te l'ai dit, George, ai-je interrompu, ma voix ferme mais pas méchante.
Je t'ai dit que je n'accepterais pas ça. Mais tu n'as pas écouté. Tu as choisi ta liaison plutôt que notre mariage. Tu l'as invité dans notre famille. Il n'y a rien à arranger. À partir du moment où tu l'as choisi plutôt que moi, notre mariage était terminé. Je suis tellement désolé, mais c'est fini. Je pouvais l'entendre commencer à sangloter, un son brisé et impuissant. Et ton engagement envers moi, a-t-il étouffé? Tu as pris cet engagement en premier. Oui, c'est vrai, ai-je répondu. Et je l'honorerais toujours si tu n'avais pas rompu le tien. Quand tu as fait ça, tu m'as libéré de mon engagement. Et tu m'as donné la chance d'en prendre un nouveau, ce que j'ai fait avec Arthur. Il n'y a pas de retour en arrière. Un lourd silence s'est installé, seulement brisé par les pleurs de George. Puis Brenda a pris la parole, la voix froide de colère. Sympa, maman. Tu as appelé juste pour faire plus de mal à papa? Tout ça parce que ton ego ne pouvait pas supporter qu'une autre femme le fasse se sentir bien. C'est vraiment comme ça que tu vois les choses, Brenda, ai-je demandé calmement. Laisse-moi poser une question à ton mari. Frank, comment va ton ego? Est-il prêt à accepter qu'un autre homme fasse en sorte que ta femme se sente mieux que toi? Silence. La question flottait dans l'air comme une guillotine. Finalement, la voix de Frank, tendue et crispée, est parvenue par le haut-parleur. Pour ce que ça vaut, Hélène. Après tout ça, Brenda et moi avons de sérieux problèmes. Je comprends, ai-je répondu. Mais laissez-moi vous dire ceci à tous les deux. Battez-vous pour votre mariage. Vous vous aimez, mais vous avez commencé à prendre cela pour acquis. Que ce soit un signal d'alarme, pas la fin. Souvenez-vous, vous êtes une équipe. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, maman, a murmuré Brenda, sa colère disparue, remplacée par la voix terrifiée d'une petite fille. J'ai peur. Je sais, ai-je dit doucement. Mais tu peux arranger ça. Consacre le temps que tu passais à gérer mon mariage à ton propre mariage. Tu es sa partenaire, Brenda, pas sa patronne. Sois honnête avec lui. C'est tout ce que tu peux faire. Il y eut un autre long silence. L'appel avait fait son temps. Les choses qui devaient être dites avaient été dites. C'est trop tard pour nous, chérie, ai-je dit, la voix douce. Un dernier adieu à ma fille. Mais ce n'est pas trop tard pour toi. J'ai laissé Arthur déconnecter l'appel. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai regardé par la grande fenêtre l'océan, les vagues allant et venant, régulières et éternelles. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. C'était magnifique. Un chapitre de ma vie, un chapitre long et douloureux, était enfin vraiment terminé. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. J'ai ressenti la paix. L'écran reste sur la vue paisible de l'océan. La voix du narrateur revient, douce et réfléchie. Merci. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à raconter, mais c'était important. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire ou si mon parcours vous a touché d'une manière ou d'une autre, veuillez partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Lire vos histoires et savoir que je ne suis pas seul signifie beaucoup pour moi. Prenez soin de vous et sachez que, peu importe à quel point les choses deviennent sombres, il y a toujours un nouveau lever de soleil qui attend. Au revoir pour l'instant. Une douce musique instrumentale revient en fondu alors que la vidéo se termine.